Cette seconde édition des Journées du management culturel a vu le jour grâce notamment au désir de toute une équipe de bénévoles, d'anciens du master, d'être à l'origine de rencontres entre professionnels du secteur. Rencontres que nous avons décidé d'organiser autour de thématiques sous forme de tables rondes à taille humaine et rencontres informelles qui se feront naturellement entre les tables rondes et ce soir durant la visite de l'exposition et le cocktail chez Louis Vuitton, donc à l'espace Louis Vuitton, qui nous soutient pour cet événement. Je rappelle que l'objectif premier de ces 2 journées est de fédérer vos connaissances, vos savoirs. Vous tous, acteurs du secteur culturel, vous avez, nous en sommes certains, quelque chose à nous apprendre. Ces 2 journées doivent vous permettre d'échanger, de demander des conseils, de partager de bonnes ou mauvaises expériences. En d'autres termes, doivent vous permettre d'enrichir votre pratique professionnelle tout en élargissant votre réseau. Les journées du management culturel ont pu être mises en place cette année avec l'aide de nos partenaires que nous remercions chaleureusement, le Crédit Coopératif, soutien de la première heure avec Profil Culture, l'espace Louis Vuitton qui nous accueille tout au long de l'année pour les rencontres professionnelles et cette année avec Artevia. Merci à vous tous. L'équipe remercie également personnellement tous les intervenants et modérateurs qui ont répondu présents avec enthousiasme. Merci à vous tous de vous être déplacés et rendus disponibles et surtout d'être venus pour certains des 4 coins de la France. Profitez au maximum de ce que ces 2 jours de rencontres et de débats pourront vous apporter. Et pour commencer en beauté ces 2 journées, je donne la parole à Aline César, Patricia Landour, Hélène Marquier, Claire Baudin, qui ouvre ce colloque avec un débat animé par Caroline Mendoza, dont la thématique est apparue comme une évidence en novembre quand nous avons commencé à travailler sur la programmation, c'est-à-dire la parité dans la culture. Où en sommes-nous aujourd'hui? Caroline. Merci beaucoup Julia. Nous allons pouvoir lancer cette première table ronde de ces 2 journées sur ce sujet qui nous a tenu à cœur et qui nous a semblé prendre naturellement sa place en ouverture pour une séance plénière compte tenu de son actualité et de ses enjeux. Donc il s'agit de la parité dans la culture. Où en sommes-nous? On a une table assez complète avec donc Hélène Marquier qui représente l'université Paris 8, qui est spécialiste de ces questions. Elle est maîtresse de conférences au Centre d'études féminines, études de genre de l'université de Paris 8. Ses enseignements portent sur les questions de genre dans les arts, mais elle est également membre du comité scientifique et du conseil d'orientation de l'Institut Émilie du Châtelet, Institut pour le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre en Île-de-France. Hélène Marquier est également militante féministe et à ce titre membre du collectif HF Île-de-France, que nous retrouverons représenté par Aline César, sa présidente. Elle est par ailleurs chorégraphe et danseuse contemporaine, donc elle représente également le versant artistique de cette parole. Nous avons également parmi nous Patricia Landour, du ministère de la Culture, qui est venue nous parler plus précisément des dispositifs mis en place ces dernières années et du bilan, du recul éventuellement qu'on peut un petit peu prendre, même si c'est très court. Donc Patricia, formée à Sciences Po puis à l'ENA, a d'abord été adjointe au sous-directeur des monuments historiques jusqu'en 2003, puis elle a été expert budgétaire à l'OTAN jusqu'en 2007, avant d'entrer au ministère de la Culture et de la Communication en 2007 également, comme sous-directrice des affaires financières et générales à la Direction générale de la création artistique. Claire Baudin, qui est ici présente, est titulaire pour sa part de 2 premiers prix en clavecin en basse continue au Conservatoire national de Paris, ainsi que d'un certificat d'aptitude à l'enseignement du clavecin. Et donc, c'est d'abord en tant que claveciniste qu'elle s'engage dans la voie musicale. Merci beaucoup. Elle se produit en orchestre et en soliste, particulièrement au sein de sa compagnie, Les Bijoux Indiscrets, qu'elle a créée en 2006.
Et elle enseigne par ailleurs le clavecin au Conservatoire régional de Toulon-Provence-Méditerranée. En 2011, Claire Baudin crée son festival qui s'intitule Présence féminine, avec l'ambition et l'objectif de mettre en valeur les femmes au travers de l'histoire de la musique. Vaste entreprise à laquelle elle se consacre aujourd'hui, l'essentiel de son temps. Elle est par ailleurs co-auteure avec la comédienne Anna Werinck de plusieurs textes consacrés à des compositrices. Enfin, nous accueillons sur cette table ronde Aline César, qui est auteure, metteuse en scène, présidente donc du collectif HF Île-de-France, Association pour l'égalité des femmes et des hommes dans l'art et la culture. Historienne de formation, Aline César s'est formée au théâtre dans les conservatoires du Centre et de Paris, puis à l'école internationale Jacques Lecoq. Avec sa compagnie Asphalte, fondée en 2004, elle développe un répertoire résolument contemporain, tourné sur la relation entre mots, corps et musique. À partir de 2012, son spectacle Trouble dans la représentation marque le début d'une recherche sur le genre. Elle enseigne en dehors de sa compagnie à l'Institut d'études théâtrales de Paris 3 Sorbonne Nouvelle et intervient également pour le théâtre 71 de Malakoff. Donc voilà pour les personnes qui s'exprimeront sur ce sujet, qui grosso modo va se dérouler sur deux grandes parties. Un bilan d'abord historique qui permettra d'apporter des éclairages sur le sujet et sur cette question de son actualité. Puis une interrogation sur les tendances, la possibilité de les inverser, comment et avec quels moyens. Je vais laisser donc la parole à Hélène Marquier qui va ouvrir ce débat par une présentation sur les grandes lignes de la situation de la parité dans la société française, son actualité en particulier dans l'art et la culture, qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité, de vous être déplacés de façon si importante. Donc, je vais commencer par donner un éclairage sur quelques aspects de la situation qui me paraissent importants. Et tout d'abord, préciser que la question de la parité, elle s'inscrit dans celle qui est plus large de la lutte contre les inégalités et contre le sexisme dans la culture, les arts, les médias. C'est-à-dire qu'au-delà du nombre de femmes, il faut considérer un ensemble de facteurs inégalitaires en termes de carrière, formation, insertion, statut, rémunération, en termes de fonction également, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir autant de comédiennes que de comédiens si les comédiennes n'ont que des rôles de faire valoir. En termes de légitimité aussi, et en termes d'inscription dans l'histoire. C'est-à-dire que la question de la parité s'articule avec toutes les autres composantes d'une situation de rapports sociaux et symboliques de domination. Alors, la culture et les arts ont certes, comme les autres domaines de la société, toujours été inégalitaires, du moins dans les temps historiques sans remonter à Cro-Magnon. C'est-à-dire que les femmes étaient moins nombreuses, tout simplement parce qu'elles ne pouvaient pas se former, parce que l'espace public leur était limité et parce que souvent elles n'étaient pas suffisamment autonomes. Mais par ailleurs, et c'est un point que je tiens à souligner, il y a toujours eu des femmes artistes. Il est faux de dire que il n'y avait pas de femmes artistes. Alors je pourrais vous en citer des dizaines. Je prends deux que j'aime bien. Sofonisba Anguissola, donc limite 16e, 17e siècle, peintre extrêmement connue, italienne, mais qui a travaillé à la cour d'Espagne de façon extrêmement reconnue de l'Europe entière. Barbara Strozzi, musicienne, XVIIe siècle, donc qui ont été des femmes reconnues extrêmement célèbres, mais qui, bizarrement, ont été totalement évacuées des histoires des arts. Et là, il y a un point important à percevoir, c'est qu'il y a un processus d'effacement systématique des femmes artistes dans l'histoire, qui persiste d'ailleurs aujourd'hui, regardez les rééditions des histoires des arts, et qui donne l'impression que les femmes n'ont pas existé, et que chaque nouvelle génération est pionnière.
Ce qui a pour conséquence aussi de justifier le faible nombre des femmes. On vous dit, ah bah oui, mais c'est normal, là, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est parce qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, vous voyez, on commence par un petit peu, et puis vous verrez, dans 10 ans, il y en aura beaucoup. Sauf que ça fait des siècles qu'on nous dit ça, hein, et que ça recommence à chaque fois. Voilà. Alors, aujourd'hui, les mondes de la culture et des arts sont marqués par une situation extrêmement contrastée, c'est-à-dire qu'en bas des hiérarchies, il y a une très forte féminisation, au niveau des pratiques amatrices, au niveau des publics aussi. En secteur professionnel, il y a une présence importante des femmes en bas des pyramides, comme interprètes, dans des postes d'exécution et évidemment en situation d'objet de représentation. Mais dès qu'il est question d'art avec un grand A, de création avec un grand C, d'occuper des postes de direction, de responsabilité, les femmes disparaissent de façon dramatique. Même chose dans les écoles d'art, hein, les étudiantes sont très majoritaires, y compris dans mon université, mais les enseignantes disparaissent. Alors au niveau des maîtresses de conférences, ça va encore, mais dès qu'on arrive au niveau des professeurs d'université, bizarrement, on n'a plus que des collègues masculins. Donc la culture, c'est un monde masculin où les femmes sont quand même tolérées, mais à plusieurs conditions. Première condition, ne pas dépasser un certain nombre. J'y reviendrai. Deuxième condition, ne pas dépasser un certain niveau. Et troisième condition, ne pas dépasser un certain degré de visibilité. On en tolère une bien mise en lumière. Alors on me cite toujours Ariane Nouchkine. Hein, pendant des années, j'ai entendu, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans le théâtre, dans la mise en scène. Regardez, il y a Ariane Nouchkine. Mais justement, souvent, on la tolère d'autant mieux que ça sert à cacher l'absence de forêt qu'il y a derrière. Et donc les femmes se heurtent à ce qu'on appelle le plafond de verre et ce que les militants appellent le plancher collant, donc vous imaginez la situation, qui font qu'elles n'arrivent pas à dépasser en nombre, parce que c'est ça aussi qui est important, un certain niveau de responsabilité ou de reconnaissance. Et par ailleurs, on sait aussi que ces niveaux ne peuvent être atteints qu'à partir d'un certain nombre d'années de carrière. Ça veut dire qu'il faut durer. Et pour durer, il faut vivre, c'est-à-dire qu'il faut vivre de son art. Et on constate que très souvent, les femmes jeunes, dynamiques, commencent une carrière, et puis au bout d'un certain temps, elles sont bien obligées de faire des petits boulots à côté, et que finalement, elles vont disparaître. C'est le cas, je pense, au cinéma, où on a quand même, grâce à l'aide à la création, il y a un certain nombre de femmes qui font un premier film qui a du succès. Et puis un deuxième film, c'est déjà un peu plus difficile. Et puis le troisième film, il y en a quasiment plus. Et après, il en reste juste celles qui remplissent les trois conditions pour durer. Donc la domination masculine n'est pas contestable, les chiffres l'attestent, et je laisserai à Patricia Landour le soin de les développer. Juste dernier chiffre de HF Rhône-Alpes, cette année au Festival d'Avignon, 10% seulement de femmes, de textes écrits par des femmes est représenté, c'est-à-dire 3 sur 30. Voilà. Donc c'est quand même très très faible. Alors moi je travaille sur la danse, donc je cite toujours mes chiffres sur la danse. J'ai travaillé sur le théâtre de la ville, 15 saisons maintenant, parce que chaque année je change mon discours, je rajoute une saison. Donc sur 15 saisons, de 2000 à 2015, j'ai uniquement danse contemporaine, j'ai 64% de chorégraphes hommes pour 36% de femmes, sexe ratio 1,8. Et le nombre de chorégraphes hommes a toujours été supérieur à celui des femmes. Il n'y a pas une année où les femmes ont passé la barrière. Alors évidemment, la situation est bien moins dramatique en danse qu'elle ne l'est en théâtre et surtout en musique. Donc de quoi est-ce que je me plains ? C'est vrai que les hommes ne dirigent que 74% des centres chorégraphiques nationaux. Mais ça va changer, je vous rassure, parce qu'on a 2 centres dirigés par des femmes qui sont remis en question, donc peut-être que les hommes vont remonter la barrière. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là et comment expliquer le long aveuglement aussi sur cette situation ? Alors, évidemment, les discriminations viennent parfois de comportements consciemment sexistes, misogynes, de gens qui, c'est clair, assez irrécupérables. Mais, et c'est là où on a une marge d'action, ça vient souvent de préjugés concernant les différences entre les femmes et les hommes qui agissent inconsciemment sur les choix, sur les orientations, et aussi de préjugés
concernant l'art, toujours avec un grand A, et les artistes, un grand A, la création avec un grand C. C'est-à-dire que les mondes de l'art entretiennent un mythe d'être des univers absolument exceptionnels qui seraient régis par des principes différents de ceux du monde socio-économique environnant, forcément bourgeois, et qui échapperaient donc miraculeusement aux imperfections, un territoire de liberté, de subversion même, qui procurerait une légitimité à des situations, des propos, des comportements qui ne l'auraient pas dans d'autres secteurs de la société. Ce qui signifie, autrement dit, que les règles citoyennes n'y seraient pas les mêmes. On le voit par exemple dans les cas de harcèlement, voire d'agression sexuelle, qui deviennent une espèce de péché véniel lorsque c'est un artiste de talent qui l'exerce. Bon, on ne citera pas de nom. D'autre part, la figure de l'artiste qui va se consolider vraiment au XIXe siècle correspond à un être d'élite qui est doué naturellement de génie et qui est de sexe masculin. Et là, je voudrais rappeler quand même la phrase de Philippe Cobert au moment de la nomination d'Irina Brouk au Théâtre de Nice, qui s'est élevée contre la parité en disant qu'elle n'avait plus aucun sens dès qu'il s'agit d'art. C'est-à-dire qu'il y aurait dans cet univers merveilleux ni sexisme, ni discrimination, mais des différences de talent. Sous-entendant que le talent, c'est une sorte d'essence que l'on possède ou qu'on ne possède pas, et qui ne résulte absolument pas d'un travail, d'un parcours. Et ce parcours présente, bien entendu pour les femmes, des obstacles qui n'ont strictement rien à voir avec le talent, ni même avec leur capacité de travail. Alors c'est le choix dans l'orientation artistique, c'est-à-dire que c'est plus difficile de se projeter dans une carrière de chef d'orchestre que dans une carrière de script au cinéma. Dans la formation, donc les deux enquêtes, peut-être qu'Aline en parlera, de l'enquête sur le théâtre et une enquête que j'ai dirigée sur l'école des beaux-arts, montrent que, et convergent vraiment pour montrer que les conditions de formation au sein des écoles nationales ne sont pas du tout les mêmes pour les filles et pour les garçons. Ensuite, les conditions d'émergence et de maintien dans le métier, l'éventail des postes disponibles, les rôles offerts, etc., etc. L'accès aux moyens de production. Les gros budgets sont attribués à des hommes. Moi, j'ai fait les budgets des centres chorégraphiques, c'est effarant. Les femmes, elles sont toutes, déjà il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont tassées en queue des budgets. L'exercice au quotidien de la profession, le temps et l'espace disponibles pour la création, la précarité. Les difficultés aussi en raison des climats sexistes qui règnent dans ces milieux, du harcèlement, etc., etc. Sans parler des facteurs psychologiques qui ne sont pas du tout à négliger et du déficit de confiance en soi et du manque de sentiment de légitimité qui habite beaucoup de femmes artistes indépendamment de leur talent et de leur travail. Voilà. Notons aussi que la plupart des critiques d'art sont des hommes. Donc, mettre en avant le talent comme s'il s'agissait d'une qualité congénitale permet de ne pas s'interroger sur les discriminations à l'œuvre dans le milieu. Par ailleurs, on sait qu'un bon nombre d'artistes au sommet ont surtout le talent d'avoir choisi une bonne équipe de management pour les accompagner. Alors, parmi les préjugés concernant les différences entre les femmes et les hommes, je soulignerai les biais d'évaluation. De nombreuses enquêtes ont montré qu'on évaluait différemment les productions des femmes et des hommes et qu'on n'a pas les mêmes attentes. La démonstration éclatante est venue vraiment de la musique avec l'introduction des paravents pour dissimuler les candidates et les candidats lors des auditions dans les grands orchestres où on a vu la proportion de femmes engagées augmenter énormément simplement parce qu'on ne voyait pas que c'était des femmes et qu'on jugeait à l'oreille. J'ai entendu tout à fait récemment à Lyon une communication portant sur les compositrices de musique pour les films qui travaillent uniquement sur ordinateur et donc qui ont aussi une espèce de paravent technologique et qui mesurent la différence de réception quand on ne sait pas qu'elles sont femmes et quand on les voit, ou d'un seul coup on dit oh, « mais c'est vous, mais vous êtes jeune, mais vous êtes une femme » et tout leur travail est remis en question. D'autre part, il y a aussi un biais dans la perception de la situation qui fait que les inégalités ne sont pas perçues. Et c'est un phénomène très général. Quand une profession dépasse un certain seuil de féminisation, surtout si elle était masculine à la base, elle est perçue comme étant c'est-à-dire trop féminisée, même si ce seuil est inférieur à 50%.
et j'ai moi-même été victime de ce biais au tout début quand j'ai commencé à faire des statistiques. J'avais l'impression que je travaillais sur un festival au Centre Pompidou qui avait beaucoup de femmes. Voilà, j'étais à peu près sûre qu'il y avait beaucoup de femmes, mais bon, j'ai voulu quand même compter, et je suis arrivée au chiffre de 40% de femmes pour 60% d'hommes, avec ce sentiment que c'était très féminisé. Donc, vous voyez, personne n'est à l'abri de ce genre de biais, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Voilà. Enfin, je voudrais revenir sur l'effacement des femmes dans la culture, les histoires des arts, par exemple, et sur cette conséquence qui fait que l'art fait par des hommes est universalisé et qu'on oublie qu'il est socialement situé. Et je dis bien socialement et non pas biologiquement. Et donc, ça donne une image déformée de la culture. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les grands artistes, dont on oublie que ce sont que des grands artistes hommes, et puis d'un autre côté, vous avez les œuvres des femmes, où on dit que ce sont des œuvres de femmes, c'est-à-dire qu'elles sont considérées comme étant sexuées. Autrement dit, l'art des hommes n'aurait pas de sexe, mais celui des femmes en aurait un. Par exemple, personne ne sait, à part quelques féministes aigris, ne s'est affolé quand l'exposition dionysiaque au Centre Pompidou n'avait que des hommes. Par contre, l'accrochage Elle at Pompidou a soulevé des remous à n'en plus finir parce que c'était des femmes. Donc, on a une vision tout à fait déformée du montre de l'art. Donc, pour terminer, je voudrais souligner deux choses. La première, c'est qu'il ne s'agit pas de demander l'égalité ou la parité au nom d'une différence de nature, vous avez compris, entre les femmes et les hommes. Puisque l'histoire, alors je prends l'histoire de la peinture par exemple, montre que la création des femmes a été différente de celle des hommes tant que les conditions de formation, de diffusion ont été différentes. Évidemment, si vous ne pouvez pas sortir dehors, vous représentez des scènes d'intérieur, c'est logique. Mais que dès que ces conditions se sont uniformisées, et là, je vous ramène à l'accrochage de Elle à Pompidou, on a pu voir que les femmes investissaient tous les styles, tous les genres, et donc il n'y a aucune différence de nature entre les œuvres produites. Donc, ce n'est pas du tout une question de différence. Cette parité, elle est nécessaire tout simplement pour garantir une pluralité dans la culture qui soit représentative de la pluralité dans la société. Et ce qui vaut pour les femmes vaut aussi pour d'autres catégories minorisées. Et donc, mon deuxième point de conclusion, c'est que la question de l'égal accès à la production et à la diffusion de la culture n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de démocratie. Et donc, ça concerne tout le monde. Et ce, d'autant plus que la culture en France est fortement subventionnée par l'État et les collectivités territoriales, c'est-à-dire par l'argent public, c'est-à-dire par le mien, le vôtre, le nôtre. Et donc, les subventionneurs n'ont pas à intervenir, bien entendu, sur la création elle-même, mais ils doivent, pour citer la loi, garantir l'égal accès aux moyens de production et aux réseaux de diffusion. Et pour reprendre ce qu'a dit le président de l'université, je dirais aussi que la culture a bien évidemment un rôle très important à jouer dans une éducation, et donc dans une éducation non sexiste, dans une éducation citoyenne, et donc il est urgent qu'elle s'en donne maintenant les moyens. Voilà, je vous remercie. Merci Hélène pour ce panorama assez complet qui met en évidence un tableau qu'on ne s'attend pas forcément effectivement à rencontrer tel quel, en tout cas dans notre milieu et dans nos professions liées à la culture et aux arts. Je vais laisser la parole maintenant à Patricia Landour, donc qui va peut-être reprendre les choses sous un angle un petit peu différent, plus institutionnel, avec des chiffres à la clé, je pense, et aussi tout ce qui a été mis en place depuis 2 ans, en particulier depuis 2013, et qui permet à la fois justement de réévaluer un petit peu les réalités, au-delà de nos projections et de notre vision parfois imaginaire des choses, de nos représentations, de les regarder plus précisément et d'intervenir pour tenter d'infléchir le cours des choses. Merci Caroline. C'est exactement ça en fait. Alors je vais peut-être reprendre par où Hélène a commencé à parler de problèmes démocratiques tout à l'heure. C'est exactement ça et c'est aussi la raison pour laquelle le ministère de la Culture se saisit de la question singulièrement effectivement depuis quelques années, on va dire depuis 2012.
L'ambition du ministère concernant l'égalité, c'est de tenir la promesse républicaine de l'égalité. C'est ce qui fonde notre action. C'est important aussi parce que la culture, elle commence à être dans les textes. Il y a une loi sur l'égalité qui a été votée notamment il y a peu de temps. Mais elle n'est pas encore complètement dans les faits. Alors, Hélène a dressé un bilan, moi je vais y revenir également. Ce qui est sûr, c'est que le rôle du ministère de la Culture et de la Communication, il est de faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes, et son rôle, il est déterminant, parce que la culture, c'est le lieu des représentations collectives, de la représentation, et aussi le monde des artistes, qui se veut souvent avant-gardiste, en tout cas à la pointe des combats. On s'est rendu compte, de manière assez sévère, comme ça a été indiqué, que finalement, il n'était pas tellement différent des autres milieux, que les femmes n'étaient pas mieux traitées qu'ailleurs, alors qu'il a un impact qui peut être beaucoup plus lourd dans le domaine du spectacle vivant, des médias évidemment, et que les représentations qu'il véhicule ont une portée importante. J'ai dit, le constat de l'inégalité, il est sévère, il est inattendu aussi, il est assez récent en réalité. Je voudrais revenir à la genèse de ce qui a déclenché une prise de conscience peut-être dans le monde de la culture, qui est le rapport qui ont été faits par Reine Pratt, qui était chargée de mission au ministère de la Culture, à l'époque à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, et qui a pour la première fois mis en lumière des chiffres qui ont choqué. Alors, c'est en 2009. Alors, c'est peut-être important d'en donner quelques-uns des chiffres, parce que ça montre aussi que, malgré tout, en peu d'années, il y a des choses qui ont commencé à bouger. Par exemple, Reine Pratt a mis en lumière que 85% des textes qui étaient donnés à entendre dans nos théâtres étaient écrits par des hommes. Elle a montré que 78% des spectacles mis en scène étaient mis en scène par des hommes, et que 92% des théâtres à l'époque consacrés à la création dramatique étaient dirigés par des hommes. Je le dis, c'est important parce que quand on arrive maintenant aujourd'hui en 2014, on se rend compte que les choses évoluent certes lentement, mais enfin qu'il y a une tendance qui bouge. Donc l'objectif pour le ministère, il est double. Il est de lutter contre les stéréotypes, de donner à la place qui leur revient, de leur donner aussi le sentiment qu'elles peuvent arriver à briser le plafond de verre ou à décoller de ce plancher collant qui était évoqué. Je ne connaissais pas l'expression, mais elle est intéressante. Et puis aussi de faire barrage contre les idées reçues, justement, et les représentations qu'on peut avoir. Alors moi, je voudrais vous parler des actions qui ont été mises en œuvre, alors sous l'impulsion d'Aurélie Filippetti singulièrement, et puis je ne doute pas que Flore Pellerin reprendra à son compte les actions entreprises pour les développer encore. La première chose d'abord, c'était de faire connaître la situation, de rendre visible l'invisible et d'objectiver les chiffres. Alors, ça a été fait par la mise en place d'un comité ministériel de l'égalité qui a associé un certain nombre de représentants du monde du spectacle, des artistes, des représentants d'institutions dans le milieu du spectacle vivant, mais également des médias, des présidents de chaînes de télévision, de radio, des associations en 2013, avec l'objectif d'avoir autour de la table des femmes, certes, mais également des hommes. J'entendais tout à l'heure le président se féliciter de la présence uniquement féminine à cette table. Et moi, en fait, j'ai envie de dire que, d'une certaine manière, je le regrette. Parce que ce qui est important, c'est aussi que cette marche vers l'égalité ne soit pas seulement l'affaire, comme on entend dire parfois, des bonnes femmes. Il faut que ce soit quelque chose qui soit partagé tout le monde. Et c'est important d'avoir des hommes qui s'en préoccupent et qui la portent. Donc voilà, mise en place de ce comité ministériel de l'égalité et création d'un observatoire de l'égalité dont la deuxième édition est sortie tout récemment. J'ai distribué quelques exemplaires à l'entrée, puis je vous invite à vous référer au site internet du ministère pour y trouver les chiffres. Alors, moi, mon ambition, c'est pas de vous assommer de chiffres du tout, hein. Vous pourrez les retrouver dans la brochure. En tout cas, ce qui est important, c'est que l'objectif de l'observatoire était de montrer où en sont aujourd'hui les femmes dans différents domaines. On a parlé de l'accès aux moyens de production. C'est vrai que c'est important de montrer que les femmes, elles peuvent avoir accès à la programmation, pas seulement dans les petites salles, mais dans les grandes salles, enfin voilà, de montrer où on en est, et de faire un bilan en matière de spectacle vivant, mais également d'audiovisuel, de patrimoine, de la presse, de montrer comment elles accèdent ou pas aux postes de responsabilité,
dans le milieu artistique, mais également en administration centrale ou déconcentrée. Je pense que c'est important de le dire également. Et ce que l'on a souhaité, c'est d'enrichir au fur et à mesure des années ce bilan qui est présenté par des données nouvelles. Donc, prochainement, l'Observatoire devrait être enrichi de données sur la presse, sur le numérique. Je ne doute pas que la nouvelle ministre s'y intéressera particulièrement. Et là encore, de montrer l'évolution des tendances dans le milieu. Alors c'est vrai que le constat qui a été dressé pour le moment, ou les chiffres qui ont été mis en lumière, sont encore assez sévères. C'est vrai dans le domaine du spectacle vivant, même si cela bouge. C'est particulièrement vrai dans le domaine de la musique, où peu de femmes ont accès à la direction d'opéra, mais je pense que Claire Baudin nous parlera de la situation plus particulière dans ce secteur. C'est vrai dans le domaine du cinéma. Alors, je peux vous citer également une étude du CNC qui a été faite sur la place des femmes dans l'audiovisuel. Là encore, on peut tirer quelques chiffres qui montrent qu'il y a des progrès à faire. 23% seulement des femmes qui sont référencées pour produire des longs métrages. Cela dit, ce que montre aussi l'étude du CNC, qui a des données qui remontent jusqu'à 2008, c'est aussi une tendance à la hausse. Elle montre aussi que les aides au premier projet, les femmes en sont davantage bénéficiaires alors qu'elles sont moins nombreuses en termes de candidates. Et puis elle montre aussi, même si ça n'est pas forcément quelque chose qui console, que la France ne se situe pas au plus mal dans les statistiques européennes. La situation peut être encore bien plus inquiétante ailleurs. Voilà, je dis, ça ne console pas, mais on peut quand même le signaler. Donc j'ai parlé de l'observatoire qui a été mis en place et de cette objectivation des chiffres. Ça, c'était une première étape. La suivante, évidemment, c'est de mettre en place une politique pour faire changer les choses. Alors, c'est essentiellement une politique d'incitation à la responsabilisation et à la régulation du secteur. C'est pour ça qu'en 2012, la ministre Aurélie Filippetti a envoyé une lettre à 270 institutions culturelles dans le domaine du spectacle vivant pour les inciter à faire évoluer la programmation, à donner davantage de place aux artistes femmes. Alors évidemment, il ne s'agit pas de limiter la responsabilité des programmateurs, la liberté artistique, mais il fallait faire comprendre aussi que ça ne peut pas non plus être une excuse ou un paravent pour ne pas faire bouger les choses. C'est une lettre qui a été bien reçue dans le milieu, qui a commencé à produire des effets. Il y a eu aussi la volonté de lancer une saison égalité pour mettre en lumière les créations des femmes. Saison égalité en fait sur un cycle de 3 saisons et dont on commence à voir les effets. Si vous lisez les plaquettes de programmation des institutions culturelles, vous verrez peut-être les choses commencer à bouger. J'ai parlé de politique d'incitation, ça passe aussi par la contractualisation et par l'inscription dans les contrats d'objectifs et de performance des établissements publics, dans les contrats d'objectifs et de moyens des médias, dans les contrats que l'on peut avoir avec l'ensemble des institutions culturelles, les labels et réseaux, de clauses qui demandent de tendre vers la parité, de faire plus de place aux femmes, de leur donner l'accès aux moyens de production, et ces clauses doivent faire l'objet d'une évaluation en fin de contrat, ce qui permettra, là encore, de mesurer les progrès qui sont réalisés. Parallèlement, le ministère de la Culture s'est adressé aux directions régionales des affaires culturelles, puisque la politique de l'État se fait aussi essentiellement en région et pas seulement à Paris, pour inciter dans ce qu'on appelle la directive nationale d'orientation, les directeurs régionaux des affaires culturelles, là encore, à être attentifs à ce qui se passe dans les institutions culturelles et à considérer cette question de la parité comme une priorité. Voilà, ça c'est une série d'actions qui ont été entreprises, qui commencent à produire des effets évidemment, mais qui demandent aussi un temps de suivi sur une série statistique un peu longue pour en mesurer pleinement les effets. Un des leviers également qui a été utilisé, dont vous avez certainement suivi les effets dans la presse, c'est la politique des nominations. Puisque les années récentes ont été l'occasion du renouvellement de la direction d'un certain nombre d'institutions culturelles et que par une circulaire de février 2013, il a été souhaité
une circulaire adressée au préfet et au DRAC. Il a été demandé de tendre dans les jurys de nomination vers la parité. Donc composition paritaire des jurys et constitution aussi de ce qu'on appelle des shortlists paritaires des candidats. C'était nouveau. Jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément de limitation d'abord dans le nombre de candidats, mais il n'y avait pas cette attention portée à la parité. Et là, pour le coup, les effets ont été très rapides. Et ils ont aussi été très importants parce qu'ils ont permis de changer ce que Hélène a pointé tout à l'heure, c'est-à-dire le sentiment que peuvent avoir les femmes de ne pas être légitimes pour se présenter à des postes. Là, au contraire, le fait de briser ce verrou et de mettre en place cette politique a montré que c'était possible et qu'il y avait de la place et que les femmes pouvaient se présenter, qu'elles étaient légitimes. Alors, elles sont légitimes, elles se présentent sur des dossiers. Il n'y a pas de dogmatisme, évidemment. Il ne s'agit pas de présenter des hommes contre des femmes. Tout cela s'est fait sur projet, mais on a vu tout de suite, dans les candidatures qui se sont exprimées, une montée en puissance des candidatures féminines. Donc, effectivement, les femmes artistes, elles existent. Elles sont là. Il y a un vivier qu'il s'agit de repérer et de faire monter en puissance. Et on a pu voir dans les dernières nominations, notamment à la tête des centres de création dramatique, sur 12 nominations qui ont été réalisées dans les années en 2013, 6 nominations de femmes, ce qui fait qu'en une année seulement, le nombre de femmes nommées a doublé. Il y a encore évidemment de la marge de progression parce que les CDN sont nombreux et qu'on part d'une situation qui n'était pas bien brillante. J'ai rappelé le chiffre donné par Reine Pratt tout à l'heure, mais enfin il y a quelque chose qui change. J'ai parlé plus particulièrement du secteur de la création artistique parce que c'est le secteur qui est celui de la direction générale à laquelle j'appartiens. Mais ce que le ministère a souhaité mettre en place également, c'est des modes de contrôle et de régulation de l'action. Cela passera aussi par l'action, par exemple, du CSA. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place par Sylvie Pierre Brossolette sur l'égalité des femmes. Et qui a une action, ou qui devra avoir une action, là encore, pour surveiller ce qui se passe dans le monde de la culture. Voilà peut-être à très rapidement brosser l'action mise en place ces dernières années pour faire avancer les représentations, les esprits et la lutte en faveur de la parité. Moi, ce que je voudrais dire également, c'est que le ministère de la Culture, il est très conscient aussi du fait qu'il ne peut pas tout faire. On mène une politique incitative, on incite à changer les esprits, mais c'est l'affaire de la société collective tout entière. Il y a un rôle de facilitateur, d'impulsion qui doit être donné, mais les choses ne peuvent changer que si c'est l'ensemble de la société civile qui s'en saisit et qui avance. Et c'est aussi l'ambition que l'on a, c'est d'œuvrer à ce changement. Merci Patricia. C'est vrai que ces dernières années... Merci de ce tour d'horizon qui permet de mettre en évidence à la fois l'importance de la façon de radiographier une réalité, de la mettre en exergue, d'en parler, d'en débattre, et puis aussi de mettre parallèlement des dispositifs en œuvre qui, assez rapidement, finalement, quand même, commencent à porter des fruits, donc c'est très encourageant. Mais c'est vrai que c'est un tableau quand même qui part de très très loin, et on n'en a pas toujours conscience, comme le disait Hélène Marquier, donc c'est très important de le rappeler et de l'expliquer vraiment dans le détail. Aline César va donc reprendre la parole et à propos de détails, raconter peut-être, j'imagine, l'origine aussi de la naissance du collectif HF, puisque c'est assez récent, c'est parti, je crois, d'Avignon. Et puis, ce travail est relayé maintenant dans différentes régions, dont l'Île-de-France, par le collectif spécifiquement Île-de-France. Ça va permettre d'apporter un nouvel éclairage sur toutes ces questions. Je vous donne la parole à Aline. Oui, bonjour. Merci d'inviter d'abord HF dans ces journées du management culturel. J'en profite pour insister sur une de nos revendications, nous à HF, qui est de travailler sur une sensibilisation au sein des écoles, des formations supérieures et des universités. Donc je lance tout de suite un appel à un partenariat avec l'Université Paris-Dauphine, notamment le secteur du management culturel. Je pense que c'est vraiment fondamental qu'on ait des liens et des relations. Donc j'espère qu'on sera amené à se retrouver dans d'autres circonstances. En tout cas, merci de cette invitation. Je vais vous parler un petit peu d'HF, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos objectifs, nos missions.
Ensuite, je pondérerai un petit peu, je reviendrai un petit peu, parce que ça vaut le coup de prendre le temps toujours dessus, sur les chiffres, puisqu'aujourd'hui, si on revient un peu sur l'actualité, on passe d'un constat partagé, on est tous absolument d'accord maintenant qu'il y a des inégalités flagrantes, à la question de qu'est-ce qu'on fait de ce constat, comment on passe des bonnes intentions, du vœu pieux, à la transformation de la situation concrètement. C'est là où les choses deviennent un peu compliquées. Et puis j'aimerais insister ensuite sur la spécificité du milieu culturel. Hélène Marquier l'a bien souligné, notamment avec toute la mythologie du talent spécifique aux carrières artistiques. Et j'aimerais revenir un petit peu sur tous ces mécanismes d'évaporation. Pourquoi est-ce que, à mesure proportionnellement inversée avec l'augmentation de la légitimité, des moyens, de la visibilité, les femmes disparaissent? Et enfin, je dirais un petit mot aussi, toujours pour donner un petit éclairage d'actualité, sur la loi qui a été adoptée le 4 août sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui comportait au départ 5 articles qui intéressaient spécifiquement la culture et qui n'en comporte plus qu'un. Mais voilà, je pourrais en dire un petit mot. Alors HF, effectivement, est né en 2008, dans le mouvement de prise de conscience initié effectivement par les rapports de Rennes-Pratt qui avaient été publiés en 2006 puis en 2009 et qui ont fait effectivement l'effet d'une bombe dans notre milieu, puisqu'on pensait qu'effectivement la culture était exempte de toutes ces problématiques bassement matérielles d'égalité et qu'elle pouvait se passer d'une réflexion sur la question. HF donc s'est créé d'abord en Rhône-Alpes, c'est le canal historique, et puis ensuite en Île-de-France jusqu'à essaimer dans 14 régions. Donc on a anticipé sur la réforme territoriale. 14 régions qui sont aujourd'hui fédérées en une fédération, un mouvement interrégional pour porter des revendications, des actions, des réflexions communes. Alors on lutte, nous, on est la seule association, c'est intéressant de le dire aussi, qui lutte spécifiquement pour l'égalité homme-femme dans la culture. C'est la seule association qui est féministe, je dirais, qui est fléchée spécifiquement sur la culture. Et on demande l'égalité des hommes et des femmes dans les postes de responsabilité, dans les programmations et dans la répartition des moyens de production. Pour ce faire, on se dote de plusieurs objectifs, de plusieurs missions. La première, qui est fondamentale et qui nous préoccupe sans cesse, c'est le repérage des inégalités, la demande, l'exigence d'une veille statistique sexuée, ce en quoi on est très content que le ministère prenne le relais avec la création de cet observatoire de l'égalité, qui est avant tout un outil formidable de collecte chiffrée et de suivi dans la durée. On souhaite également sensibiliser, éveiller les consciences par toutes sortes d'actions, aussi bien dans les milieux professionnels qu'auprès du grand public. Et enfin, on œuvre, c'est notre partie vraiment militante, à l'orientation des politiques vers des mesures concrètes. On a été invité au comité ministériel, on a été auditionné au Sénat, on a été auditionné également à l'Assemblée nationale pour réfléchir sur cette loi de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Je vous précisais également que le mouvement HF fait partie du milieu du spectacle vivant. C'est sa jeunesse, c'est son histoire. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup préoccupé de spectacles, et notamment de théâtre. Mais aujourd'hui, HF s'intéresse aussi bien aux questions d'audiovisuel que de matrimoine. Et donc, c'est-à-dire l'héritage à la fois du patrimoine et des artistes femmes. Donc on essaie vraiment de couvrir différents secteurs. Alors les chiffres. Aujourd'hui, effectivement, la grande différence, si on se replonge par rapport à quelques années en arrière, notamment au moment des premiers rapports Rennes-Pratt, on est passé d'une question qui était niée, voire minorée, qui paraissait pas légitime. On disait mais non, c'est pas un problème, enfin il faut n'exagérer pas, à une question qui est désormais reconnue comme légitime. C'est-à-dire que plus personne n'ose nous dire que ce n'est pas une question importante, que la réalité des inégalités est contestable. Tout le monde est d'accord. Maintenant, comment est-ce qu'on passe de ce constat partagé à une évolution concrète ? Il y a aussi dans cette idée d'un partage
du constat, des initiatives qui sont effectivement relayées et portées donc, par des initiatives gouvernementales. C'est vrai que le travail du ministère du droit des femmes, le ministère du droit des femmes, malheureusement, a été très important pour insuffler une politique transversale et tacler aussi parfois le ministère de la Culture sur ces questions. La prise en compte donc, de ces questions par le ministère de la Culture, vous l'avez rappelé, avec l'Observatoire de l'égalité, avec la création du comité ministériel, avec ces shortlists paritaires, tout ça a vraiment contribué à bousculer des habitudes dans le milieu. Et puis enfin, cette loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes qui a été donc votée le 4 août, qui est la première loi transversale dans laquelle une mention spéciale sur la culture apparaît. Donc c'est quand même important. Alors quelques chiffres quand même pour dire qu'effectivement la culture n'est pas du tout exemplaire. Il faut savoir que si on regarde la proportion des femmes aux postes de responsabilité, eh bien, il y a plus de femmes dans l'armée à des postes de responsabilité que dans la culture. C'est dire qu'il y a du chemin à faire. Pour pondérer un petit peu le fait qu'effectivement ça évolue lentement. C'est vrai que les nominations et la part des femmes qui dirigent des lieux, pour moi, je dirais que c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est visible. C'est symboliquement et concrètement très important. Effectivement, la proportion de femmes qui dirigent ou co-dirigent un centre dramatique national ou régional, c'est-à-dire ça représente 39 lieux dans le paysage français, passe de 8% en 2013 à 15% en 2014. Effectivement, il y a une grosse progression, mais il n'y a pas non plus de quoi s'affoler et faire un buzz. 15%, c'est pas encore un Eldorado, d'autant plus qu'il y a eu une grosse vague de renouvellement de nominations. Ça a permis de faire effectivement entrer des femmes, mais il va falloir attendre un certain nombre d'années maintenant pour qu'il y ait à nouveau des postes qui se libèrent. Et c'est vrai que si on ne nomme pas que des femmes pendant plusieurs années, on va attendre encore 20, 30, 40 ans pour atteindre une situation d'égalité. Quelques chiffres encore pour vous donner un panorama. Je vous disais que les nominations, la direction des lieux, c'était un peu la partie émergée de l'iceberg. Si on regarde après dans les lieux ce qui se passe, dans le détail, la tendance est beaucoup moins réjouissante. Je vais prendre quelques chiffres là donnés par l'Observatoire de l'égalité en 2014, donc les chiffres qui ont été publiés en mars. La proportion de femmes qui dirigent un orchestre dans un national passe de 4% en 2013 à 0% en 2014. En ce qui concerne les programmations, dans les mêmes lieux donc labellisés, dans les CDN, la proportion de femmes passe de 34% pour la saison 2011-2012 à 19% en 2013-2014. Et dans les théâtres nationaux, comme le théâtre de l'Odéon, leur nombre chute de 19% à 15%. Cette année, dans la programmation du théâtre de l'Odéon, il y a une seule femme qu'on est allé chercher ailleurs d'ailleurs, qui est Angelica Lidl, comme si donner d'un seul coup une visibilité à une artiste française, attention, ça pouvait peut-être ouvrir la voie à d'autres revendications. Enfin, on constate qu'il y a une difficulté des artistes françaises à accéder à ces lieux de visibilité centraux. Si je regarde l'accès aux moyens de production, là encore un chiffre important, l'écart entre les femmes et les hommes pour le montant moyen des subventions accordées par le ministère de la Culture dans les scènes labellisées, qu'il s'agisse des lieux de spectacle vivant ou des lieux ou des FRAC, des lieux d'art contemporain, ça passe de 46% en 2012 à 40% en 2013. On a une petite musique pour accompagner ce panorama chiffré, pour rendre les choses un petit peu plus douces peut-être, pour faire passer la pilule. C'est très agréable, merci. Alors, bon... Il y a également un travail qui est intéressant qui est fait par la SACD en partenariat avec HF et le laboratoire de l'égalité, qui est cette fameuse petite plaquette qui s'appelle « Où sont les femmes ?», qui fait un travail de comptabilisation depuis l'année dernière et qui va être continué cette année sur la proportion des femmes dans les lieux de visibilité que sont les centres dramatiques nationaux, les orchestres, etc. Et la tendance, alors effectivement, est à une légère progression, mais c'est pas non plus phénoménal. Alors là où des femmes ont été nommées et des femmes sensibilisées, effectivement, on a une très forte progression. Par exemple, Cécile Baquès, qui dirige le centre dramatique de Béthune désormais, on a plus de 50% de femmes programmées.
Le Théâtre national de Bordeaux, dirigé par Catherine Marnas, 43%. Donc ça veut dire que c'est possible. Et si par contre on a des contre-performances emblématiques, j'ai parlé du Théâtre de l'Odéon, on pourrait parler du Centre dramatique national d'Orléans, 0% de femmes. Et on parlait de la danse tout à l'heure, qui était effectivement traditionnellement un secteur qui était un petit peu plus privilégié par rapport au théâtre ou par rapport à la musique. Et bien, à mesure que la danse acquiert de la légitimité et de l'importance, et bien les femmes disparaissent également. On a une régression dans les directions des centres chorégraphiques nationaux qui est notable. Il y a 10 ans, les femmes dirigeaient 46% de ces lieux. Aujourd'hui, elles sont moins de 15%. C'est donc pour dire que quand on ne progresse pas en la matière, on régresse. Et on peut régresser de façon très très brutale. On a donné des chiffres dans l'audiovisuel, on pourrait multiplier les exemples. En ce qui concerne par exemple le matrimoine, il faut savoir que notre mémoire culturelle se construit sur un socle de biens artistiques qui sont à 95% masculins. Dans le domaine des arts et de la littérature, par exemple, en 2013, sur 56 commémorations prévues, 5 seulement honoraient la mémoire de femmes, soit 9% des célébrations retenues. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples. Donc on passe aujourd'hui, je dirais, à une nouvelle phase qui est de passer du constat au vœu pieux, des bonnes intentions à la réalité des blocages. On touche du doigt concrètement les processus qui font qu'on ne sort pas de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Et maintenant qu'on a mis des mots et des chiffres sur le problème de ces inégalités, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je ne vais peut-être pas assister ici, je pense que dans la deuxième partie de ce débat, on parlera plus des moyens, des préconisations, des revendications. Mais je voudrais insister un tout petit peu, si j'ai le temps, sur les blocages spécifiques au milieu de la culture. Ouais. Donc, effectivement, HF Île-de-France a commandé une étude à Raphaël Doyon sur les trajectoires professionnelles des artistes femmes en art dramatique pour questionner, essayer de comprendre effectivement dans le détail ces processus à la fois de plafond de verre et ces mécanismes d'évaporation. Et j'aimerais bien citer simplement une phrase de cette sociologue de la musique qui est Marie Buscato, qui résume bien le problème avec cette petite formule qui est tenter, entrer, rester. C'est-à-dire que l'entrée dans le métier est difficile, mais ce qui est le plus difficile, c'est surtout d'y rester. Et c'est là où on se heurte à la question du plafond de verre. Quelques pistes ont été données pour essayer d'expliquer cet inégal accès des femmes aux responsabilités ou au lieu de la consécration. Quelques pistes. Effectivement, il y a un rôle important de l'enseignement dans les formations. Il y a la question de la légitimité, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, qui fait qu'effectivement, il y a un manque de modèles, il y a une pénurie de modèles féminins qui fait qu'on intériorise un manque de légitimité. Il y a aussi pour les femmes ce que j'appelle le syndrome de l'éternel débutant, c'est-à-dire que les femmes sont souvent cantonnées dans l'émergence. Et puis il y a surtout le poids des habitudes, des instances de reconnaissance et de légitimation, c'est-à-dire que la discrimination se fait par des processus diffus qui ont trait aux habitudes professionnelles spécifiques à la culture, des instances de légitimation qui reconduisent souvent des principes de cooptation, de reproduction du même, et qui ouvrent difficilement la porte à une diversité, qu'il s'agisse des femmes, mais aussi il y a aussi une discrimination raciste qui peut s'exercer. Un petit mot juste sur la loi. Il y avait 5 articles sur lesquels on a travaillé, et quand on regarde la durée de tous nos échanges entre l'Assemblée, le Sénat, etc., ça a pris presque 1 an. Au final, la loi du 4 août, on ne peut pas dire qu'elle abolisse les privilèges, celle-ci, malheureusement, puisque le seul article qui reste, c'est l'article 1er alinéa 9 qui prévoit, je cite, « des actions visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à leur diffusion. » Donc c'est un vœu pieux,
On est vraiment en plein dans le problème dans lequel on est, c'est-à-dire on dit un problème, mais cet article n'est absolument pas assorti de mesures concrètes, alors qu'il y avait des mesures concrètes qui ne coûtaient pas beaucoup d'argent, qui étaient prévues. Je cite les articles disparus, parce on les a vus disparaître au fur et à mesure des navettes entre l'Assemblée et le Sénat. L'article 16 sur la lutte contre les stéréotypes de genre dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il a sauté. L'article 18b sur la question des inégalités qui devaient être inscrites dans les cursus des formations des écoles supérieures d'art, il a été viré. L'article 22 ter A qui prévoyait une quasi-parité des femmes dans les conseils d'administration et les instances de direction des EPCC, il a disparu. L'article 22 quinqui qui assurait la pérennisation de la veille sexuée à travers l'Observatoire de l'égalité. C'est-à-dire qu'au départ, il était question juste d'un rapport à remettre en décembre 2014. Nous, on a dit non, on veut pérenniser. Donc du coup, il avait été prévu que l'Observatoire de l'égalité soit pérennisé par décret, de sorte que ça ne soit pas simplement du ressort de la bonne volonté de la ministre ou du gouvernement. Et cet article a été supprimé. Voilà. Merci Aline pour cet éclairage. Différent à la fois et très complet, qui remet justement, qui complète de plus en plus ce parcours, qui met en question les questions de la construction de la mémoire collective, la construction des processus qui font que l'on ne s'en sort pas, le poids des modèles et des mythes. À propos de mise à l'écart, quand même, on a justement choisi de faire intervenir aujourd'hui une musicienne, parce que c'est vrai que la musique est un secteur qui est particulièrement, je pense, touché. Et Claire Baudin est particulièrement à même aussi de parler de cette volonté de faire entendre des musiciennes qui l'ont très peu été. Et donc ça remet un peu plus sous les projecteurs cette question de l'identité des musiciennes et de l'histoire, qui sont porteuses d'histoire et qui sont porteuses aussi dont la connaissance implique, ou rend possible peut-être de féconder la créativité, la création actuelle et future. Oui, tout à fait. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler du festival Présence Féminine. Donc je vous remercie chaleureusement pour cette invitation. Parce que ce festival, qui est actuellement unique sur le territoire, je pense, est une action qui peut contribuer à permettre une meilleure égalité des femmes au sein de la culture. Alors, j'ai souhaité articuler mon témoignage au sein de cette table ronde autour de 2 points. Le premier, c'est que, comme la plupart de mes collègues devenues musiciennes, j'ai eu un parcours, devenue professionnelle, pardon, j'ai eu un parcours de musicienne dans le domaine de la musique dite classique, un parcours qui, des balbutiements jusqu'à la reconnaissance professionnelle, n'a jamais rencontré la création musicale féminine. Je pourrais même d'ailleurs ajouter la création féminine tout court. Le second point, c'est la suite que j'ai souhaité donner à la découverte brutale, bouleversante, qu'il existait des centaines de compositrices et des milliers d'œuvres dont les musiciens professionnels, mais aussi le public, étaient privés. Alors pour en revenir au premier point, je ne fais donc pas exception à la règle. Ma formation de musicienne s'est construite tout au long des étapes traditionnelles qui sont la fréquentation d'un cours particulier, puis l'entrée dans une petite école de musique d'une petite ville, l'entrée au Conservatoire national régional, puis au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. J'ai effectué des stages, j'ai pris des cours à l'étranger, bref. J'ai fait des années d'études, de multiples rencontres, j'ai eu entre les mains des centaines de partitions et jamais je n'ai entendu parler de la moindre compositrice, celle-ci étant absente des cours d'instruments, des cours de formation musicale, des cours d'analyse, des cours d'histoire de la musique et absente bien évidemment aussi des programmes de concerts auxquels j'assistais. Au sein même des lieux de formation musicale, d'une manière générale, aucune transmission ne semblait exister dans ce domaine. Mais je crois que ce qui m'impressionne le plus encore aujourd'hui, c'est de me dire que pendant très longtemps, l'idée même qu'il pouvait exister des compositrices ne m'a jamais effleurée. Je suis une femme et durant toutes ces années d'études et bien au-delà, jamais je ne me suis posé cette question. Existe-t-il des compositrices, du moins avant celles contemporaines dont je connaissais vaguement quelques noms et pas du tout l'œuvre. Le verrouillage était donc parfait et difficilement imputable aux professeurs d'ailleurs, qui eux-mêmes étaient dans l'ignorance. En découvrant sur le tard l'existence de tant de femmes créatrices, le plus souvent en personnalités extrêmement fortes et aux compétences multiples,
j'ai eu vraiment le sentiment que c'était tout l'étaiement de ma culture musicale qui s'effondrait. Un étaiement qui me semblait jusqu'alors reposer sur du plein, avec des certitudes du style « tel compositeur est un génie », « tel autre est un compositeur mineur », « telle œuvre est un chef-d'œuvre », etc. J'entendais aussi des remarques du style « il n'y a pas de fumée sans feu », si des œuvres ne sont pas connues, c'est qu'elles le méritent. On mesure ce que cette dernière remarque implique quant aux œuvres et à l'existence même des compositrices. J'ai pris conscience que ce formatage intellectuel, ce non-dit, cette non-prise en compte des créatrices, de leur destin, de leurs actions, de leurs œuvres, générait du vide. Mais un vide qui n'était en fait qu'une construction, un leurre, un mensonge, puisqu'elles sont là, qu'elles ont existé, qu'elles ont vécu, qu'elles ont créé. Encore faut-il le savoir et le faire savoir. Avec le recul, je me rends compte à quel point j'ai cherché, en tant qu'élève, puis étudiante et jeune professionnelle, les modèles féminins dont j'avais besoin pour me construire. Me construire non pas dans le rejet d'un modèle masculin, dont je n'avais d'ailleurs pas encore totalement conscience de l'omniprésence, mais me construire dans une recherche légitime d'identité, de filiation, que finalement je pourrais traduire par des mots très simples. Elle est une femme, je suis une femme, comment fait-elle? Comment est-elle arrivée là? Puis-je l'admirer, m'en inspirer, peut-être lui ressembler un peu? Et je suis persuadée que la connaissance de l'existence des milliers de créatrices aurait contribué à faire grandir ma confiance, m'aurait confortée dans certaines ambitions ou m'aurait aidé à les mener à terme, et surtout aurait élargi le champ de mes choix professionnels. Alors évidemment, mon témoignage n'aurait que peu d'intérêt s'il n'était révélateur d'une situation qui a concerné et concerne encore beaucoup d'autres femmes. Nombreuses sont celles de tous âges qui, à chacune de mes interventions, viennent conforter cette affirmation, mais je dois dire aussi que de nombreux hommes, d'âges divers également, abondent aussi dans ce sens. Aujourd'hui, la situation est toujours loin d'être idéale. Les actions en faveur des compositrices et de leurs œuvres sont ponctuelles, à la marge, ne concernent ni l'ensemble des établissements, des élèves et des enseignants, et sont souvent le fait de passionnés, femmes ou hommes, plutôt que le résultat de réflexions concertées aboutissant à une démarche volontariste parce que jugée essentielle. Le Conservatoire national à rayonnement régional de Toulon-Provence-Méditerranée, dans lequel j'enseigne, est actuellement en pleine élaboration de son projet d'établissement. J'ai proposé que soit inclus au sein de celui-ci un chapitre intitulé « Pour un équilibre filles-garçons ». J'ai articulé cette proposition autour de 4 points, qui seraient la connaissance et la pratique du répertoire des compositrices de tout temps, avec la constitution d'un fonds de partitions compositrices à la médiathèque, la mise à disposition de listes d'œuvres, la présentation de ce fonds aux élèves et professeurs, la constitution d'un cours d'histoire de la musique incluant les compositrices, l'obligation de proposer dans les programmes imposés des œuvres de femmes et le respect d'une parité dans les commandes passées aux compositeurs et compositrices aujourd'hui. Le second point serait la connaissance des métiers de la musique, avec une attention portée au fait de ne pas cliver ceci en fonction du sexe de la personne. Le troisième consisterait à mettre en place une sorte d'observatoire au sein même de l'établissement, un observatoire de la pratique artistique, de manière à connaître ce qui motive aujourd'hui le choix de l'instrument ou de la pratique artistique selon qu'on est une fille ou un garçon. Le quatrième point tenterait l'instauration de partenariats sur ce sujet avec d'autres établissements tels l'École des Beaux-Arts. Alors, je n'ai pas encore de réponse quant au devenir de cette proposition qui devra survivre à l'expertise de la direction, des enseignants et des élus. C'est donc à suivre. Mais on m'a déjà fait remarquer qu'il faudra du courage pour accepter qu'elle figure au sein du projet d'établissement. Alors du courage, j'avoue que ce mot me laisse songeuse. Pas du courage parce qu'on risque sa vie comme dans bien des pays dès lors que l'on défend une idée en faveur des femmes. Non. Il faut, semble-t-il, du courage pour lire autrement l'histoire de la musique, en y incluant les créatrices, qui tout au long de celle-ci ont contribué à leur manière à son écriture. Du courage pour restituer aux femmes ce qui leur appartient, leur histoire. Il semble qu'il faille du courage pour, dans notre pays au XXIe siècle, défendre au travers de valeurs artistiques la volonté de voir advenir plus de tolérance, plus de respect des uns des autres et plus d'équilibre. Donc, à suivre. Alors, je vais maintenant passer à la seconde partie de mon intervention et vous présenter le projet Présence féminine, qui constitue la réponse que j'ai souhaité apporter à la soi-disant absence des femmes dans le domaine de la création musicale. Ce projet s'articule autour de plusieurs actions, je n'en détaillerai ici que 2, le festival et le concours.
Après avoir fondé en 2006 la compagnie Les Bijoux Indiscrets, une compagnie baroque dont l'objectif est de jouer les partitions des compositrices de la fin du XVIe à la première moitié du XVIIIe, j'ai créé en 2011 le festival Présence Féminine, dont la programmation met en valeur les femmes tout au long de l'histoire de la musique, et en particulier les compositrices de toute nationalité et de tout temps. Le festival aura bientôt 5 années d'existence et son lieu d'implantation actuel est Toulon et son agglomération. Alors la ville de Toulon est généralement plutôt connue pour la virilité fortement subventionnée de ses joueurs de rugby ou celle plus élégante du personnel de la force militaire navale. Sur ce territoire, l'implantation d'un festival dont la ligne artistique est au service des compositrices et de leurs œuvres ressemble donc un peu à une utopie. Mais j'habite Toulon, c'est donc là qu'il m'a semblé naturel de faire mes premiers pas dans le domaine de cette programmation artistique inhabituelle. Si des projets tout à fait intéressants consacrés aux compositrices voient le jour régulièrement, on peut constater quand même que la plupart sont éphémères, qu'ils font l'objet d'un ou de quelques concerts, éventuellement le 8 mars, mais ne sont généralement pas repris par la suite. Fréquemment, l'œuvre des compositrices devient l'objet d'une sorte de thématique. On élabore un programme de concert sur le thème des compositrices, comme on le ferait sur le thème de la nature, des animaux, de compositeurs méconnus, etc. J'ai créé le festival Présence Féminine, convaincue d'une part que les œuvres de beaucoup de ces compositrices méritaient mieux qu'une programmation intermittente, et que d'autre part, pour se rendre compte de ce que représentent ces œuvres au sein de l'histoire de la musique, pour évaluer leur nombre, pour apprécier leur valeur, pour comprendre ce qu'elles peuvent aujourd'hui nous apporter, il fallait prendre du temps et se donner les moyens d'approfondir le sujet. En 4 éditions, 49 compositrices ont donc été programmées. C'est déjà beaucoup plus que ce que certains musiciens professionnels peuvent imaginer en nombre de créatrices. Alors, le temps me manquera pour détailler tous les points qui mériteraient de l'être, mais je voudrais attirer votre attention sur quelques points suivants. Tout d'abord, la programmation. Du fait de la méconnaissance qui entoure ce répertoire et de la rareté des programmations d'œuvres de compositrices, la quasi-totalité des programmes, sauf 2 d'entre eux, donnés en 4 années d'existence, ont donc tous été des programmes créés spécialement pour le festival Présence Féminine. Inviter des artistes dans un programme qu'ils n'ont auparavant jamais joué ne fait pas partie du mode de recrutement habituel des structures culturelles, qui invitent généralement des artistes connus dans un programme qu'ils ont déjà joué et que le programmateur souhaite réentendre. J'ajouterai que bien souvent aussi, le programmateur mesure les risques et sait par avance quel accueil le public réservera au contenu de sa programmation. Cette démarche est impossible pour une programmation telle que la nôtre. À l'origine de chaque concert, il y a donc de nombreux échanges entre les artistes et moi-même afin de définir le contenu des programmes et les aider à se procurer des partitions. À cet égard, je dois dire que l'édition à venir, celle de mars 2015, est particulièrement féconde en travail de recherche et d'échange de part et d'autre. Pour vous donner un exemple, après quelques échanges avec le quintet à vent Aquilon, qui sera programmé le 20 mars prochain, et les premiers constats partagés qu'il était vraiment très compliqué de trouver des œuvres de compositrices pour cette formation quintet à vent. Et je rappelle au passage que la raison en est que pendant très longtemps, on a déconseillé, voire interdit aux femmes la pratique des instruments à vent. Donc, au départ, on a pensé que c'était très compliqué. Après recherche, je viens de leur envoyer une liste comportant 240 œuvres. Parmi ces 240 œuvres, un très petit pourcentage a été régulièrement joué, éventuellement enregistré. Le travail demandé aux artistes pour élaborer leur programme, sans pouvoir la plupart du temps se référer à quelque chose de déjà existant, est donc très impliquant. Et l'effort demandé est même double, car non seulement le programme implique une recherche préalable, mais de plus, je demande aux artistes que les œuvres et compositrices programmées ne soient pas celles qui ressortent invariablement quand on a quelques connaissances dans ce domaine. Du côté des artistes, en bientôt 5 années d'existence, je constate que l'enthousiasme et l'engagement sont réels, qu'aucun frein ne semble bloquer la découverte d'un répertoire que pour la plupart ils n'avaient pourtant jamais abordé. Les retours sont chaleureux et très encourageants, et je suis de plus en plus sollicitée par des artistes ou leurs agents souhaitant s'impliquer dans une création de programme pour Présence Féminine. La réception des œuvres par le public est un autre élément déterminant pour assurer la pérennité d'une telle action. Le pari est d'autant plus audacieux que la programmation tente de fédérer un public autour d'œuvres inconnues, de compositrices par définition inconnues et d'artistes encore jeunes, souvent peu médiatisés.
Autre élément à prendre en compte, le fait qu'hormis un concert symphonique dont le programme est entièrement dédié aux compositrices, ce qui représente, je le souligne au passage, un événement exceptionnel dans le panorama culturel français, les concerts se font en petite formation, musique de chambre ou récital vocal, ce qui n'est pas toujours la forme de concert la plus facile. Le public de présence féminine ne vient pas pour écouter ce qu'il connaît déjà. La curiosité, l'ouverture d'esprit, l'attrait de la nouveauté doivent donc être les éléments moteurs de la constitution de ce public, qu'il convient cependant d'inciter à la découverte et d'accompagner par des présentations, des notes de programme, des ateliers d'écoute, des conférences. Depuis la création du festival, le public est en constante augmentation et tous les retours que nous en avons sont positifs. Autant chez les femmes que chez les hommes s'exprime même une certaine reconnaissance. Et j'ai pu constater en animant des ateliers d'écoute combien les échanges se créent spontanément, sont riches et semblent même bénéfiques à tous, comme si parler de la création au féminin, combler cette part manquante, remettait de la vie chez chacun, femmes et hommes. Outre le festival, comportant concerts et conférences, nous avons souhaité mettre en place un concours à destination des jeunes professionnels. Avec un cahier des charges volontairement très peu restrictif, ce concours espère motiver les musiciennes et musiciens de demain qui, certes, se doivent d'assimiler le répertoire traditionnellement joué, mais aussi d'ouvrir des portes vers d'autres perspectives. Ce concours est accessible à toutes les catégories instrumentales et vocales dans le domaine de la musique savante, sans œuvre imposée, avec pour seule consigne artistique de proposer un programme compositrice. Nous offrons, si besoin, une aide à la recherche d'œuvres. Un prix est décerné par un jury de professionnels, mais nous avons créé aussi un prix du public. Et cette année, nous créerons un prix des jeunes mélomanes, de manière à poursuivre le travail entamé auprès des jeunes. En élaborant avec Caroline Mendoza le fil conducteur de nos interventions, elle a posé la question de savoir comment les tendances peuvent-elles s'inverser dans la culture. Sous-entendu, comment pouvons-nous, une fois pour toutes, résoudre le problème de la place des femmes au sein de ce secteur ? Les réponses à cette question sont évidemment multiples. La mienne, c'est présence féminine et ses diverses actions. C'est rendre visible ce qui est caché, pour permettre aux femmes de connaître toutes celles qui peuvent être pour elles des modèles, qui sont des pionnières, des héroïnes. La connaissance de leur histoire ne peut qu'aider les femmes à se sentir plus fortes, plus légitimes dans leurs actions, car non plus penchées au-dessus du vide, mais redressées face à leur histoire. Tant d'hommes ont construit leur légitimité sur cette faille que portent en elles les femmes et sur leur incapacité à citer celles qui auraient pu s'imposer, devenir les égales de leurs collègues masculins. Et tant de femmes n'ont aucun argument à opposer quand on leur demande, souvent sur un ton condescendant, « Mais où sont les Mozart au féminin ?» Rendre visible ce qui est caché permet de lire différemment l'histoire de la musique. Tous ces noms de femmes croisés dans l'indifférence au fil des biographies de compositeurs, par exemple, prennent tout à coup une autre dimension. Une biographie sur Haydn mentionne les compositrices Anna Bonn et Mariana Martinez. Une autre sur Offenbach, la compositrice Pauline Thys. Celle sur Gounod, la chanteuse mais aussi compositrice Pauline Viardot. Saint-Saëns correspond avec Marie-Jaël. Beaucoup d'autres exemples pourraient être cités. Rendre visible ce qui est caché, c'est aussi faire acte d'honnêteté vis-à-vis d'un public qui est privé à son insu de toute une partie de l'histoire de la musique. En 4 années d'existence, à aucun moment l'intérêt des œuvres présentées n'a été remis en cause, ni par les artistes, ni par le public. Il est peut-être finalement plus important pour ce public de mesurer les enjeux de la création féminine et de découvrir sa richesse et sa variété que de savoir si telle œuvre a ou pas révolutionné l'histoire de la musique. Focaliser son action sur les femmes peut en effrayer certains ou certaines, et même des compositrices. Je comprends cette crainte, mais j'assume ce focus qui vient volontairement mettre en lumière l'absence des compositrices au sein des programmations. Je suis persuadée que dans le domaine de la musique, il ne suffira pas pour faire changer les choses d'essayer de programmer des compositrices vivantes au compte-gouttes. Une ou quelques compositrices au sein des saisons ne devraient pas suffire à nourrir la bonne conscience des programmateurs et ne peuvent permettre d'éduquer le public. Les compositrices resteront minoritaires dans l'esprit de celui-ci, tant que celles d'aujourd'hui, ainsi que toutes celles qui les ont précédées, ne sont pas présentes régulièrement au sein des programmes de concert, étudiées dans les écoles spécialisées, proposées, voire imposées dans les programmes de concours. Avouez qu'aujourd'hui, nous sommes loin de l'overdose. Et je terminerai cette intervention en faisant un vœu, celui que pour toutes les raisons énoncées, et aussi pour pérenniser, sécuriser, développer présence féminine,
me soit donnée, ainsi qu'aux artistes, la possibilité de diffuser sur le plan national les programmes du festival, et qu'un jour, nous puissions bénéficier d'un lieu à la hauteur de l'originalité, l'ambition et surtout le caractère, me semble-t-il, essentiel de cette action. Merci beaucoup Claire, c'est vraiment absolument passionnant. Merci de votre détermination et de votre acharnement et de votre passion à vouloir nous montrer dans le détail à quel point sont profonds parfois les trous de la mémoire et les trous de notre propre histoire, et à quel point ça ne peut pas éclairer l'avenir. En tout cas, c'est vraiment il était peut-être largement temps d'ouvrir l'horizon. Je pense que Aline, vous vouliez ajouter rapidement, pour que nous puissions laisser du temps aux questions du public, rapidement peut-être rajouter quelques points sur justement ce qui concerne les possibilités d'intervenir de manière très volontariste, même si c'est toujours une question qui elle-même engendre d'autres questions. Oui, je vais essayer de lancer comme ça quelques pistes rapidement d'HF sur la question des moyens, comment sortir de cette situation et inverser la tendance. J'aime beaucoup l'expression la part manquante, voilà, mais je trouve que c'est une expression qui est intéressante. Rendre visible ce qui est invisible, ça m'amène à cette nécessité absolue, en tout cas c'est ce qu'on pense dans HF, d'une politique volontariste et de mettre en œuvre des moyens coercitifs. Laisser faire, laisser aller, l'évolution naturelle, évidemment, ne fonctionne pas. Je citerai simplement, pour mettre en perspective les choses, une citation de Firmin Gémier dans le cadre d'une enquête sur la place des auteurs de théâtre paru dans le Cri de Paris en 1924. C'est Aurore Evin, qui est chercheuse en histoire du théâtre, qui a mis ce petit texte en exergue et qui nous l'a fait connaître. Je cite, il dit donc en 1924 « Les femmes n'écrivent pas encore pour le théâtre parce qu'elles ne l'ont pas encore voulu. Dès qu'elles le voudront, elles le feront. » Voilà. Donc il y a un siècle, on se demandait voilà, pourquoi il y avait si peu de femmes qui écrivaient pour le théâtre. On pourrait se poser la même question aujourd'hui. En tout cas, ça montre bien que, premièrement, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Et deuxièmement, attendre l'évolution naturelle de la société pour atteindre l'égalité, ça ne fonctionne pas. C'est ce que dit aussi la juriste Francine de Michel, qui rappelle que la démocratie ne tombe pas du ciel. Geneviève Fraisse va dans le même sens en disant « l'égalité ne pousse pas comme l'herbe verte ». Autant d'expressions imagées qui nous montrent bien qu'il faut imposer la parité à tous les niveaux. Dans le monde politique, ça a prouvé ses effets. Donc je pense qu'il y a un cercle vertueux à mettre en œuvre avec des moyens coercitifs. On pose aussi souvent la question des quotas. C'est-à-dire que quand je parle à mes camarades hommes, ils me disent « bon, c'est bien, HF, etc. » Mais quand même, on ne va pas mettre des quotas sur la programmation, enfin bon, vraiment ça leur paraît impossible. Moi je pense que la parité c'est une étape pour aller vers l'égalité, et donc la parité ça passe par les quotas. En tout cas, ça passe par l'exigence d'une... Enfin, moi, je préfère parler de parité que de quotas, parce que souvent les quotas sont piégeants. En France, on a pris l'habitude symbolique de dire que la parité c'était 40%. Il y a un seuil symbolique qui est de 33%, à partir duquel une minorité n'est plus perçue comme telle. Il y a 7 hommes et 3 femmes, on a l'impression qu'il y a une égalité. Donc moi je préfère parler de parité, parce que la parité c'est vraiment 50-50, c'est pas un quota qui est souvent un quota. Les quotas sont souvent des plafonds et non pas des planchers. Et je pense que c'est important de s'accrocher à cet idéal de parité. Quelques préconisations importantes d'HF, effectivement. Il y a 2 choses. On voudrait inscrire dans la loi et dans les cahiers des charges, parce que là encore, on s'occupe de la question de l'argent public. C'est bien ça qui nous préoccupe. Et donc, c'est une question de démocratie. Donc, inscrire dans les cahiers des charges des objectifs de parité effective pour les appels à candidature et les nominations. Ça, c'est quelque chose qui commence à être fait. L'exigence de parité dans les shortlists, là aussi, et dans la nomination au poste de responsabilité, là aussi, c'est en train d'être, la tendance est en train d'être inversée. Inscrire enfin dans la loi des objectifs précis et mesurables inscrits dans le temps. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une notion de temporalité
pour atteindre ces objectifs, eh bien, atteindre l'égalité réelle, ça va être tout le temps reporté au calende grec et rester un horizon lointain, inatteignable. Je pense que là, il y aurait une politique vraiment de convention avec notamment les lieux du réseau labellisé, et d'exiger vraiment d'inscrire dans les cahiers des charges des choses très très concrètes sur la programmation, les moyens de production, et d'inscrire cette notion de temporalité, comme c'est le cas par exemple dans la loi Sauvadet. Enfin, il faut ajouter un certain nombre de dispositifs coercitifs et contraignants, la parité dans toutes les instances de décision, de sélection, dans les jurys, inscrire une obligation de résultat dans la répartition des moyens de production, là aussi ça peut être dans le cadre des cahiers des charges des lieux. Et enfin, on insiste sur des programmes de prévention et de sensibilisation. Ça, c'est l'aspect coercitif. Après, il y a un aspect plus joyeux qu'on essaye de mettre en œuvre avec HF, qui sont des actions positives. On préfère parler d'actions positives que de discrimination positive. Il y a les saisons égalité, donc il y a une idée qui a été du coup partagée avec le ministère, qui associe en Ile-de-France, par exemple, une trentaine de théâtres. Ça va du théâtre de ville, le théâtre privé, en passant par des théâtres nationaux comme la Commune ou le théâtre de la Colline, ou des théâtres, des centres dramatiques nationaux comme le théâtre de la Commune. Donc l'idée avec ces théâtres, c'est de tendre vers une égalité dans les programmations et les moyens de production, dans la mise en visibilité et la communication, et enfin dans la gouvernance interne. Autre action visible, joyeuse, intéressante, qui va exactement dans le sens du festival Présence Féminine, c'est une action sur le matrimoine, c'est-à-dire faire en sorte qu'on revalorise toutes ces artistes femmes. Je pense que Claire Baudin a bien montré l'exemple des compositrices. Et enfin, on essaie de mettre en place des actions sur la formation. Je pense que ça, c'est un outil extrêmement important. On appelle ça kit militant dans notre jargon HF, c'est-à-dire de mutualiser nos pratiques et nos réflexions. Merci à Aline César et merci à vous quatre de toutes ces questions posées, de tous ces constats, de toute cette volonté aussi de remettre les choses en jeu et de les faire avancer. C'est vraiment un sujet extrêmement vaste. On voit bien aussi son actualité et un petit peu le recul qu'on a depuis quelques années sur ce qui est en train de bouger. C'est très intéressant. Donc la parole est maintenant à vous. J'imagine que vous avez c'est l'occasion de poser des questions nombreuses. Voilà, donc la parole est à vous. Madame. Oui, vous pouvez, sinon, normalement ça marche. Vas-y. Oui, bonjour, Amine Maton. L'année dernière, j'avais posé la question à la Colline, est-ce qu'il est possible de mettre des crèches dans les théâtres? Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il est possible d'envisager de mettre des crèches pour enfants dans les théâtres? Et la deuxième question, c'est par rapport à la politique des nominations dont parlait Aline César, comment vous abordez les préfets? Je vous laisse répondre peut-être. Alors sur les crèches, je sais que c'est une expérience qui a été faite par le théâtre de la Criée à Marseille, qui est dirigé d'ailleurs par Macha Makeyev, donc par une metteuse en scène et une directrice de théâtre. Elle nous en avait parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Hélène, il y a quelques mois. Sur la question suivante, je laisse peut-être qui est à même de mieux répondre. Non, juste sur effectivement cette question des crèches, en tout cas d'aménagement pour faire en sorte que l'arrivée d'un enfant ne soit pas comme ça une sorte de catastrophe dans la carrière d'une femme ou d'un homme d'ailleurs. Il y a eu aussi des expériences menées par la chef d'orchestre Claire Gibault, qui a vraiment travaillé à mettre en place des outils, des choses très concrètes pour que ces artistes musiciennes ne soient pas défavorisées, notamment dans la question des tournées, des enfants, etc. Sur la question des préfets, nous, nous en tout cas à HF, on n'a absolument aucun rapport avec eux. Peut-être... Voilà, il y a des circulaires, mais c'est vrai qu'en termes de nomination, c'est plutôt, il y a le ministère qui va
constituer les shortlists. Et après, les décisions se prennent aussi au niveau des collectivités territoriales. Donc c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus à faire avec les conseils régionaux, les conseils généraux et les municipalités, concrètement, dans les processus de nomination. Merci. Une autre question peut-être ? Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. J'ai une question en fait concernant les quotas, puisque c'est toujours, quel que soit le domaine, une question un petit peu sensible ou qui peut déranger, ou les questions de discrimination positive. Quand vous disiez tout à l'heure que la parité, c'est pour aller vers l'égalité, donc c'est des paliers, c'est pour arriver quelque part. Est-ce que dans ces cas-là, les quotas, c'est envisagé comme une étape et que peut-être dans un futur idéal, quand les mentalités auront changé, à ce moment-là, il sera peut-être possible de s'en défaire ou serait possible de s'en défaire ? Voilà, c'est une question dans une projection un petit peu plus loin par rapport à cette question de quotas. Est-ce que c'est plus une étape ? Vous pouvez certainement répondre. Je dirais que oui, c'est exactement comme en politique. Ce ne sont pas des mesures qui sont figées dans le béton. Simplement, on sait très bien que s'il n'y a pas à un moment une politique vraiment volontariste, les choses ne se font pas. C'est clair, on a quand même des millénaires d'histoire qui l'ont montré. Et donc, alors, l'argument qui est toujours employé contre cette histoire de quotas, c'est de dire « oui, mais vous vous rendez compte, du coup, ça va exclure des hommes qui auraient été là ». Bon, c'est clair que s'il y a un rééquilibrage, il ne faut pas se leurrer, ça va se faire aux dépens d'un certain nombre d'hommes. Ça, c'est clair. Mais pour autant, est-ce qu'il faut entretenir une situation profondément inégalitaire au seul motif qu'elle dure depuis des années ? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les quotas, ils existent. Ils sont le seuil de 33%, 40% dans certaines professions, c'est-à-dire ce fameux plafond de verre que les femmes ne dépassent pas. Sauf que ce n'est pas un quota qui est écrit. L'inégalité, elle est de fait. Vous avez des femmes de talent qui sont dépassés par des hommes de moindre talent parce que le système fonctionne de façon assez admirable, il faut bien reconnaître, pour entretenir ce quota non dit. Donc l'établissement d'un quota, et c'est jamais, voilà, il faut 50%, 50%, c'est toujours une marge, bien entendu, ça permet de rééquilibrer des choses, ça permet aussi de changer dans l'esprit, je dirais, de tout le monde, la perception que l'on a. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que, comme on a quelques femmes politiques, on s'est aperçu que les femmes en politique pouvaient être aussi mauvaises que les hommes, pouvaient avoir des politiques tout autant de droite que des hommes. Merci, Madame Thatcher. Et donc, on n'ose plus trop dire « ah oui, mais les femmes, elles peuvent pas, elles sont trop fragiles, etc. » Donc, ça sert aussi à ça. Et donc, c'est une mesure, c'est du pragmatisme. C'est la même chose pour... on ne réclame pas les quotas, de même qu'en politique, ça a été la même chose, au nom d'une différence qui séparerait les hommes et les femmes. Pas du tout. C'est au nom d'un principe démocratique. Donc, c'est très, très différent. Et ça veut dire que c'est pour faciliter, enfin, pour aider, parce qu'on a bien vu qu'en politique, c'est quand même difficile, hein. Malgré les quotas, les partis préfèrent payer des amendes. Mais c'est une mesure dont on peut espérer qu'elle est transitoire. Mais voilà, nous ne l'aurons pas, le transitoire va durer, je pense. Bon, juste pour préciser sur cette histoire de quotas, il y a des quotas qui existent, on ne le sait pas forcément. C'est à l'entrée des écoles nationales supérieures, notamment à l'entrée du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Il y a un quota pour qu'il y ait autant de garçons que de filles. S'il n'y avait pas ce quota, il y aurait beaucoup plus de filles. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de filles qui se présentent. Et que comme on veut qu'il y ait autant d'hommes que de filles pour donner la réplique, on favorise du coup les garçons à l'entrée des écoles. J'ai eu l'occasion récemment de discuter avec le directeur de l'école nationale supérieure de la marionnette à Charleville-Mézières, qui m'a dit qu'il y a une année où ils avaient fait une expérience, ils avaient justement mis totalement de côté la question du quota homme-femme, et il y a eu, je crois, sur 15 admis, 12 filles. Donc ça veut dire qu'il y a des quotas, mais cela on n'en parle pas et ça ne dérange personne. Merci Aline.
Autre question ? Allô, oui, ça marche. Bonjour, Marianne Tran, directrice artistique de compagnie. Donc, je vous remercie de la qualité des débats. J'apprends plein de choses, je suis super contente. J'apprends que j'ai des arguments maintenant de plus pour vendre mes projets culturels. Et donc, je m'aperçois que dans mon équipe, c'est une parité totale. Je m'en étais même pas rendu compte, je viens de compter. Merci. Des créatrices de talent, également des hommes de talent. Je m'interrogeais sur, voilà, moi je m'attaque aussi aux programmations, donc aux gens. Moi je m'adresse à des programmateurs. Et concrètement, quels sont les arguments ? Bon, je viens d'en trouver un, voilà, une équipe paritaire. Enfin, je m'adresse à vous, mais à tout le monde. Bon, est-ce que, voilà, parce que je suis une femme, une porteuse de projet, après, quels sont les arguments au niveau des programmateurs, qui sont des programmatrices aussi, d'ailleurs, qui sont des gens, voilà, un peu, a priori, méfiants, enfin, pas forcément méfiants, mais est-ce que, à part, voilà, est-ce qu'on a des arguments de plus ? Enfin, quand vous parlez au niveau des théâtres, qu'est-ce qu'on peut leur avancer ? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais c'est peut-être plus clair. Non, je ne suis pas sûre non plus d'avoir complètement compris. Est-ce que vous voulez dire, vous, en tant que femme, pour vendre vos projets à un programmateur, ou vous, en tant que femme directrice artistique, désirant faire de la programmation de femmes ? Ah non, moi je ne programme pas, mais je me dis par rapport, voilà, puisqu'on tente d'impulser une parité aussi dans les programmations, quels sont les arguments que vous, en tant qu'institution, avancez auprès de ces fameux programmateurs ? Alors, moi, je vais faire une réponse, mais qui n'implique que moi. D'abord, je ne suis pas une institution, je suis une directrice artistique donc, d'un festival. Les programmateurs, je n'ai pas forcément toujours affaire à eux. Mais en tout cas, moi, je ne parle jamais en tant que femme. Je parle en tant qu'être humain. Je suis moi-même avec mon engagement vis-à-vis d'un projet auquel je crois, qui a du sens et que je défends. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. J'ai envie de faire un tout petit, de dévier un petit peu. Je peux avoir ce genre de réflexion quand je parle à des élus. Parce que là, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on a directement des remarques du style vous êtes féministe, vous ne croyez pas que les femmes, on en entend trop parler. Donc moi, j'ai entendu ce genre de réponse. Là, je crois qu'il n'y a pas de réponse type. Encore une fois, je pense que on est soi-même. Je pense que les élus, actuellement, je leur fais des CD, c'est-à-dire je leur enregistre des extraits d'œuvres et je leur offre en disant écoutez, venez au concert, je leur expose le projet et puis voilà, ça a tendance à plutôt marcher. Mais j'ai pas de recette parce que je suis une femme. Je sais pas si ça peut répondre en partie. Je crois qu'il y a d'autres. Oui, moi je dirais qu'on est vraiment sur une question très, très spécifique parce que il n'y a pas d'argument. C'est-à-dire que même si vous sortez les meilleurs arguments, ça ne marchera pas. Parce qu'on n'est pas sur un plan de rationnel, mais sur un plan de représentation collective. Et si dans la tête, la création d'une femme, c'est moins intéressant, ça va attirer moins de public, vous pouvez argumenter, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, donc il faut aller là où ça peut les faire bouger. Si votre spectacle il a fait tant d'entrées, vous sortez les entrées qu'il a fait, c'est-à-dire être très très basique, concrète, pour valoriser. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez aussi avoir le discours, je dirais, militant, argumenté, mais ce n'est pas ça qui va faire bouger la chose chez un programmateur. Voilà, il faut que le spectacle lui plaise. Et après, il vous dira, moi j'ai entendu ça en tant que chorégraphe, vous êtes intelligente, hein, pour une femme, vous en parlez bien. En plus, vous imaginez une danseuse, c'est pas censé penser. Donc voilà, c'est là... C'est la raison pour laquelle la question est souvent difficile, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des arguments. C'est vrai qu'une danseuse, c'est peut-être pas censé penser comme un modèle en peinture n'est pas forcément censé penser non plus. Et c'est ce genre de détails que nous avait beaucoup évoqué Macha Makiev lors d'un précédent débat sur cette même question. C'est des choses importantes. Aline, vous... Peut-être un mot, parce que un des arguments aussi, quand même, c'est tout simplement la justice. Les femmes, c'est la moitié de la population, donc l'idée, c'est aussi de donner à entendre et à voir ce que fait
cette moitié de population. Alors évidemment, ça ne suffit pas, et nous, on le mesure au ministère de la Culture aussi, les réticences, les résistances qu'il peut y avoir au changement. Claire a parlé tout à l'heure des collectivités territoriales. Je pense qu'il faut mesurer aussi le changement qui a été mis en place par la constitution de ces jurys paritaires et de shortlist paritaires. C'est vraiment un changement important qui a bousculé les habitudes qui étaient nettement ancrées et qui s'est fait quand même globalement dans un climat plutôt serein. Alors on a bien entendu parler dans la presse de difficultés ici ou là sur le territoire, mais il y a un mouvement qui s'est mis en marche et qui est vraiment, je pense, fondamental et déterminant pour les évolutions futures. Alors il reste vrai qu'un programmateur, il programme un spectacle qui lui plaît et qu'il a envie de montrer, c'est normal. Ce qu'il faut montrer aussi, et ce que j'espère les chiffres montreront, c'est que les spectacles faits par des femmes, ils rencontrent leur public, ils ont une réception critique intéressante, et c'est par ce biais-là aussi que les choses pourront bouger. Oui, juste, effectivement, l'artiste seul face à un programmateur, il peut pas grand-chose. C'est son enfin, il y a pas on peut pas faire en sorte d'être programmé en disant voilà, vous programmez pas beaucoup de femmes, prenez mon spectacle. En revanche, je parle de l'artiste seul parce que je pense que c'est important de porter cette parole collectivement. C'est-à-dire que soit seul, on est toujours suspecte. Quand on se défend soi-même, je veux dire qu'une femme qui va avoir un propos féministe, on a toujours l'impression qu'on défend son précaré et qu'on est encore en train de reconduire des réflexes qui nous concernent nous. La réponse par rapport à ça, c'est vraiment, je pense, la parole et l'action collective. Et donc la force de ce qu'on peut s'échanger là, ici, c'est d'en retirer aussi tout un argumentaire qui est construit et qui s'ancre, non pas dans une expérience individuelle et singulière qui est toujours soupçonnée de vouloir finalement ramener les choses à soi, mais là on s'ancre vraiment dans une parole qui est profondément politique. En ce qui concerne l'argumentaire qu'on peut mettre en œuvre dans une discussion, qui est plus là d'ordre idéologique, je dirais, que pragmatique, genre programme-moi, c'est la question des quotas. Il y en a des quotas. En fait, une programmation, c'est une composition faite avec une multitude de contraintes, énoncées ou non énoncées. Ça peut être les moyens de production, ça peut être la part de coproduction internationale, je pense au Festival d'Avignon. Ça peut être il y a des quotas aussi pour la francophonie, ne serait-ce que par exemple sur nos chaînes de radio, des quotas pour les œuvres contemporaines, enfin des quotas et des contraintes, il y en a beaucoup. Donc je pense que ce qu'on peut opposer comme argument, c'est de dire le mythe de la sacro-sainte liberté de programmation, il est faux. La programmation, c'est un ensemble de contraintes. Merci Aline. Ce sera un petit peu le mot de la fin, ou alors vraiment 1 minute, Hélène. C'était juste une remarque sur un des arguments que j'ai utilisé pour convaincre des programmateurs danse donc d'aller dans la saison HF. Alors l'égalité, ils sont pas contre, mais alors ça suffit nettement pas à les faire bouger. Ils sont tout à fait d'accord. Par contre, leur dire que c'est vraiment tendance. Qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, qu'il y a beaucoup de théâtres qui signent, que ça, vous avez une chance. Merci à vous 4. Je suis désolée, monsieur, je pense qu'on touche à la fin de cette première table ronde, d'autant plus qu'elles vont toutes s'enchaîner, que le planning de la journée est très chargé. J'espère que ces propos auront su vous étonner, parce que je crois pour ma part que c'est très consternant et très étonnant. La première fois que j'ai eu l'occasion de travailler sur cette question, j'étais vraiment sidérée par les chiffres, même si on n'a pas énormément parlé aujourd'hui, mais en tout cas, vous pouvez les trouver sur notamment le collectif HF, sur tous les sites dont a parlé Patricia Landour, notamment. Et c'est vrai, quand on les regarde de près, on est très étonné. Et en parler, je crois que ça fait vraiment beaucoup bouger les choses. Merci à vous d'avoir été présents et d'avoir assisté. Et merci aux intervenants de la richesse de leurs échanges.